quand t'es à côté de quelqu'un, tu prends un peu ses radiations, on va dire ça comme ça, ses vibes. Et donc, dans un pote en particulier qui était le plus connu du lycée, du collège, voilà. Je me dis, si je peux faire rire et ça attire les filles, pourquoi pas? Le bouche-oreille entre artistes, ça va très très vite. T'es nul parce que tu sais pas faire telle ou telle matière, alors que c'est pas du tout ça. Mais soyons bêtes et disciplinés le temps d'eux, on veut dire. Le temps d'avoir ses diplômes et commerce. Et la continuité pour moi de ça, c'était de prendre un BTS, comme je l'ai dit tout à l'heure, un BTS commerce, donc négociation, relation client. Bonjour Dave, comment ça va? Ça va et toi Laetitia? Je vais super bien, merci. Ça va? Yes. Alors, je voulais tout d'abord commencer par te remercier d'avoir accepté cette invitation à Insulaire Podcast, sachant que dans Insulaire, on reçoit des personnes qui viennent des îles. Donc, toi, tu viens de Guyane, donc tu vas nous en parler un tout petit peu. Mais ça me tenait à cœur que tu viennes puisque Guyane, on sait que ça fait partie du coup des Dom-Tom, de la France. Exactement. Donc, il y a quand même quelques problématiques qu'on rencontre aussi qui sont similaires. Donc, je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir. Merci à toi. Merci. Avant de continuer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nous dire qui es-tu, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Dave, humoriste, stand-upper, originaire de la Guyane française comme tu as pu le souligner. Et voilà, le stand-up, j'ai commencé en 2016, mais ça fait vraiment depuis 2021 que j'ai décidé de m'y mettre à fond. Donc voilà ce que je peux dire pour commencer. Et est-ce que tu es que stand-upper? Non, à côté, je travaille. En fait, le fait d'être rentré sur Paris, c'est aussi parce que j'avais une opportunité professionnelle en tant que commercial, puisque je suis commercial de base. Et donc, du coup, c'était assez un élan professionnel qui m'a amené à m'installer sur Paris. Et donc, à côté, pour le moment, je travaille. Mais que Dieu me fera grâce et que je pourrai bientôt vivre de ce métier passionnant qu'est le stand-up. Et est-ce que tu as grandi en Guyane? Oui, j'ai fait une bonne partie de ma vie en Guyane. C'est quasiment parce que toute ma vie. Alors oui, j'ai beaucoup d'amis et beaucoup de familles ici en France et sur Paris plus exactement. Donc je faisais très souvent depuis tout petit l'aller-retour pour voir les amis, la famille. Mais le gros de ma vie, c'est vraiment la Guyane. C'est là-bas que j'ai grandi, c'est là-bas que j'ai fait mes études. Et puis je me suis aussi découvert en tant que garçon et voilà donc voilà, là c'est une autre étape de ma vie en étant sur Paris. Et du coup, pour que nos auditeurs puissent un peu s'identifier à toi, quelles sont tes passions et tes intérêts? Ah, mes passions, l'humour, hein, forcément. Forcément, l'humour. Après, je suis quelqu'un, j'aimais beaucoup regarder la télé, donc ça, j'aime beaucoup. Et depuis peu, les podcasts aussi, sont très intéressants. Donc, quand on s'est rencontrés, que tu m'as parlé de ça, j'étais, voilà, très content de ça, de pouvoir au moins déjà partager mon univers et puis parler de qui je suis dans le cadre d'un podcast. Donc voilà, première passion, on va un peu résumer ça à ça, mais voilà, on peut résumer ça à ça dans un premier temps. Ouais. Et du coup, donc comme on a dit, c'est un podcast pour les jeunes. Ouais. Donc dans le but de leur regrouper à un seul endroit plusieurs métiers. C'est ça. Et j'aimerais bien recevoir donc plusieurs types de métiers. On a reçu Lewis, qui est stand-upper aussi. Ouais, mais du coup, oui, et tu vas nous expliquer en plus de ça comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. Et lui, il nous a expliqué aussi le métier qu'il faisait à côté. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu? De mon métier? Oui. À la base, moi, comme je t'ai dit, je suis commercial dans l'agroalimentaire. C'est-à-dire que je suis diplômé d'un BTS, négociation, relations clients, que j'ai entendu il y a pas mal d'années. Du coup, suite à ça, j'ai intégré une entreprise d'agroalimentaire. Donc, je vois un peu, c'est des entreprises qui regroupent un peu les grandes marques nationales détenues par les béquets, il faut dire les termes, le groupe Ayotte, notamment, je travaillais pendant très, très longtemps pour eux, en Guyane. Et j'étais en charge, j'avais un portefeuille de marques. Je sais pas si on peut citer des marques ici, mais on n'est pas payé, mais on n'est pas payé, mais voilà, en gros, comme Lay's, Duracell. Donc moi, j'étais chargé de vendre ça en Guyane, vraiment sur toute la Guyane. D'accord.
à travers différents clients, que ce soit les magasins de proximité, ce qu'on appelle nous chez nous, plus communément parlant, c'est ça les Chinois, et la grande distribution, toutes les hypermarchés, Carrefour et compagnie. Donc j'ai fait ça pendant très très longtemps dans ma vie, et 2020, voilà, le Covid étant passé par là. Je me suis un peu aussi remis en question. J'avais cette envie de découvrir autre chose, de me réinventer aussi professionnellement, personnellement aussi. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé aujourd'hui sur Paris. Et du coup, comme on disait tout à l'heure, on s'est rencontrés à l'appart de la Villette. C'est ça. Lors du 30-30 que tu faisais avec Lewis. Ouais. Et tu as ensuite fait, enfin en tout cas moi je t'ai encore revu à la première de Lewis. Oui. Thérapie. Son spectacle. Ouais. Et là tu as encore 2 spectacles, il me semble. Non, 3. J'ai 3 dates en tête qui arrivent. Sur octobre, il y a 2 dates. Et sur novembre, si tout se passe bien, il y en a qui arrivent aussi. Et puis voilà, le but c'est de continuer de mettre un maximum de dates pour les prochains mois. En octobre, il y a 3 dates. Il y a le 5 octobre, le 20. Ah oui, Gitano Show. Non, mais je pensais que tu parlais de mon spectacle. Oui, je pensais que tu parlais de mon spectacle. Non, autant pour moi. Autant pour moi. Oui, il y a 3 dates pour le coup pour octobre. Même plus, hein, parce que à côté de ça, j'ai intégré la troupe de l'Eden Comédie. Oui, j'ai vu passer aussi. Oui. Donc on joue tous les vendredis. Alors pas forcément moi, mais en tout cas la troupe joue à l'appart de la Villette, pareil, tous les vendredis. Donc je sais que moi j'y joue aussi là pour le mois d'octobre et de septembre. Donc ouais, donc je joue régulièrement chaque semaine, ça c'est sûr. Donc voilà. Et est-ce que tu peux nous parler du coup de ton spectacle particulièrement maintenant? Bien sûr. Bien sûr, ouais, mon spectacle que j'ai intitulé Odyssée. Odyssée parce que ça représentait bien qui je suis, d'où je viens, où je suis. Et au-delà de ça, l'Odyssée, c'est aussi c'est un voyage qui souvent semé d'embûches, avec beaucoup de difficultés, enfin à différentes échelles bien sûr, et ce qui est bien dans ce terme-là, dans ce mot-là, c'est que il y a cette notion d'enseignement. Et c'est un peu ce que j'essaie aussi d'appliquer, d'expliquer sur scène à travers différents sujets. Pas forcément le fait de partir d'un point A à un point B, mais plutôt d'expliquer que entre ce point A et ce point B, il y a des choses qui se sont passées, qui ont fait ce que tu es aujourd'hui, ce qui nous caractérise à terme, mais c'est pas ce qui va nous caractériser encore pour demain. Donc c'est plus parler du voyage que de l'arrivée, en fait. Donc c'est un peu philosophique, je peux le concevoir, mais ça reste très drôle, léger, sur des thématiques assez que tout le monde que tout le monde a vécu, tout le monde peut vivre aussi, et c'est ça que j'ai voulu vraiment présenter sur scène. Donc là, dès prochainement le 5 octobre. Et moi, t'es en vue 2 fois. Ouais. Est-ce que c'est à peu près pareil, sur la partie philosophique, on va dire, c'est à peu près pareil que quand je suis venue te voir? Oui, globalement, de ce que tu as vu, parce que tu as vu déjà pas mal de choses entre le 30-30 et puis la première partie de Lewis, c'est un peu dans l'état d'esprit. C'est un peu ça, c'est-à-dire que je peux parler d'un terme assez léger en apparence, mais derrière ce thème léger, il y a toujours une notion philosophique à en tirer. Et là où peut-être le commun des mortels ne le voit pas, mais moi j'aime bien pousser la chose un peu plus loin et se dire effectivement il nous a appris un truc, parce que je me dis faire de l'humour c'est bien, mais instruire en faisant rigoler c'est encore mieux. Et c'est un peu ma philosophie de vie, j'ai envie de dire, et même sur scène c'est ce que j'essaie d'inculquer à mon public en tout cas. En tout cas, pour être venu 2 fois, je peux dire que on comprend et on rigole. Donc, je pense que ça va le faire. C'est rassurant. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne un peu en arrière, à ton enfance en Guyane. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on a quand même pas mal de difficultés dans les territoires français. Et donc, t'as dit, t'as grandi en Guyane. Donc, pour les personnes qui connaissent pas la Guyane, donc ils vont peut-être pas savoir si tu cites des villes. Vous dites ville chez vous?
Parce que nous, Les on dit communes, village. Les les communes? communes, Mmh. ouais, les communes, villes, communes, c'est Mmh. pareil. D'accord. Donc pour situer la Guyane, c'est vrai, j'ai Mmh. pas pensé à le dire. La Guyane, c'est un département français d'outre-mer qui se situe en Amérique du Sud, Mmh. entre le Brésil et le Suriname. Mmh. Donc c'est vrai que quand on regarde le globe comme ça, on peut se dire ah, que c'est tout petit. C'est Mmh. vrai, parce que quand tu es à côté du Brésil, Mmh. tu parais toujours plus Tout petit, petit. oui. Mais en vrai, c'est un très grand département, si ce Mmh. n'est l'un des plus grands départements Mmh. d'outre-mer. En termes de superficie, c'est l'équivalent du Portugal, par Mmh. exemple. Mmh. Donc ça montre Oui. l'étendue du territoire. Et donc voilà, là, c'est ici que j'ai grandi, Mmh. c'est là-bas que j'ai grandi. Et je me rappelle plus de ta question, du coup, Oui. c'était Où est-ce que tu as grandi? Mais en ah Guyane? ouais, en Guyane. Et donc, où est-ce que j'ai grandi? J'ai grandi à la capitale. Ça D'accord. s'appelle Cayenne. Mmh. C'est le chef-lieu, c'est là où je suis né. J'ai Mmh. fait une bonne partie de ma vie. Mmh. Mes 10 premières années, j'ai grandi là-bas avec ma mère. Mmh. Et puis après, on a été dans une autre ville, un peu plus loin. Mmh. Même si ça reste assez proche l'un de l'autre, mais on Mmh. était un petit peu plus loin parce que ma mère avait besoin d'un peu plus de confort et d'un peu plus de tranquillité. C'est une copine qui s'appelle Maturi. Mmh. Et de là, de mes 10 ans jusqu'à ce que je prenne mon indépendance, que je Mmh. parte que je parte de la maison, j'ai grandi à Maturi. D'accord. Et est-ce que tu as un souvenir, puisque je vais te donner un exemple tout à l'heure. Ouais, Est-ce que tu as un souvenir dans ton enfance ouais. où tu t'es à un moment enfin à un moment tu t'es dit ça va être compliqué pour moi, plus grand ou même pour mes études parce que j'habite dans ce territoire-là ou parce qu'il se passe quelque chose de spécifique dans ton enfance ou autre? Très franchement, non. Non. Non, non, pourquoi? Parce que j'étais vraiment bien Mmh. dans mon confort pour le Mmh. coup. Donc à aucun moment ça a été un truc de me dire ça va être compliqué pour moi de rester en Guyane, Mmh. si je veux évoluer en tout cas dans mon Mmh. enfance. Mmh. C'est à quel moment c'est venu ça parce que j'avais ma famille, j'avais mes amis, donc c'était pour moi j'étais vraiment dans mon confort pour le Mmh. coup. Donc à aucun moment je me suis posé cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais cette volonté de voyager, Mmh. de découvrir le monde, Mmh. ce qu'il y avait autour de la Guyane, pas de rester concentré que sur ce que Oui. je connaissais, parce que de par ce que je voyais aussi à la télé, parce que c'était aussi mon seul loisir, Mmh. je rêvais déjà de découvrir le monde, voir les animaux, des paysages et autres. Et je me suis toujours dit quand je serais plus grand, que j'aurais un peu d'argent, Mmh. j'irais découvrir le monde. Mmh. J'irais découvrir. J'ai commencé à voyager quand j'ai eu un peu plus d'argent. J'ai commencé à travailler. Donc j'ai commencé les voyages, tout ça. Mais avant ça, à aucun moment ça a été une période de ma vie de me dire tiens David, Mmh. tu vois, parce que oui, je m'appelle David, c'est mon vrai C'est ce prénom. que j'allais te demander. C'est mon vrai prénom. Je me suis, pour la petite histoire, si je peux faire la transition, en Oui. fait, pourquoi j'ai mis Dave sur scène, parce que tout le monde m'appelle comme ça, en fait. Dave. Ouais. OK. Et les seules personnes qui m'appellent David, c'est ma famille proche. Mmh. Et quand je disais mon vrai prénom, les gens, c'est qui lui? Ça, donc du coup, Mon alter ego. voilà. Donc du coup, en fait, Dave, c'est resté vraiment pour tout le monde. Et j'ai dit bon, voilà, on le met sur scène aussi. Mmh. Et pour revenir sur ce que je disais, donc non, à aucun moment je me suis dit il fallait partir Mmh. de la Guyane en étant dans mon Mmh. enfance en tout cas. OK. Et là, tout à l'heure, tu as parlé d'activités, qu'il y avait que la télé. Ouais. À l'époque, nous, de notre côté, les activités extrascolaires aussi, c'était soit la télé, soit on allait jouer entre C'est ça, copains c'est ça. dehors. Et est-ce que tu sais si aujourd'hui ça a changé? Est-ce que les enfants, comment dire, on les encourage à aller faire des activités? Est-ce que les parents sont aussi au milieu de cet Ça, environnement-là? c'est une très bonne question là, que tu me poses et je pense, on va dire que pour certains oui, d'autres non. Mmh. Je peux pas parler pour tout le monde, Mmh. mais de ce que je vois, on est tellement maintenant dans une ère où maintenant on est à l'ère des écrans, Mmh. du tout numérique, pardon. Mmh. Et alors, quand on est peut-être un parent célibataire, Mmh. peut-être le plus simple, c'est de laisser l'enfant avec un écran. Donc, forcément, c'est pas l'idéal. Je pense qu'il y a les 2 écoles. Très Mmh. franchement, il y a les 2 écoles. Ceux qui sont pour que, voilà, qu'il y ait un peu de Mmh. lien entre enfants, entre élèves, entre copains, et d'autres qui sont plutôt stricts Mmh. et ou pas, hein, ou qui se disent plutôt, maintenant, reste à la maison, tu es là, fais tes devoirs, tu as l'écran et basta.
Moi, je pense qu'il y a 2 écoles. Personnellement, moi, je suis plutôt de la deuxième. C'est où faut créer du lien social. Voilà, pas forcément n'importe qui, j'ai envie de dire, mais il faut qu'il y ait du lien social et pas que un enfant reste là sur un écran et penser que ça, c'est la vie, alors que la vie, c'est beaucoup plus large que ça. Et pour ma part, non. Je pense que, en tout cas, si demain je devais avoir des enfants, je pense que je partirais plutôt sur cette partie-là. Et concernant les, puisqu'on a parlé d'activités extrascolaires, mais on parle aussi de voyages. Ouais. On est à des territoires qui sont assez loin. Ouais. Donc, est-ce que toi, déjà dans ton enfance, vous aviez des petits voyages, par exemple en classe ou autre? Parce que tout à l'heure, tu nous as dit, toi, tu faisais quand même, tu venais en France, mais on a des jeunes qui ne bougent pas du tout du territoire jusqu'à leur bac, par exemple, ou des fois qui ne partent même pas après le bac. Ben, très franchement, j'ai pas connu ça non plus. Tu vois, j'ai juste connu une petite sortie scolaire, mais c'était dans une autre commune un peu plus loin, qui s'appelle Awala Yalimapo. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est une commune qui est réputée pour la ponte des tortues luttes. Donc les grosses tortues qui viennent pondre leurs œufs. Donc moi à l'époque, quand j'étais jeune, c'est quelque chose qui m'avait impressionné parce que c'est la première fois que je vois une grosse tortue qui pondait ses œufs dans le sable et tout. Donc c'était vraiment spécial pour moi de découvrir ça et de partir en voyage avec mes camarades de classe, en fait. Mais au-delà de ça, non, d'un point de vue privé, ça a toujours été ma mère qui s'est sacrifiée pour pouvoir m'envoyer sur Paris, voir le reste de ma famille. Donc non, j'ai pas connu de voyage privé, enfin de voyage sortie scolaire. Non, pas du tout. Vraiment, pas du tout. Ça marche. Et en parlant de tortue, en fait, ça m'a rappelé, j'ai fait une interview avec Ingrid et Valérie. C'était ma première interview. Ingrid, là, je sais pas si elle est revenue d'ailleurs, mais elle était partie travailler en Guyane. Et quand on était en visio, elle nous montrait une tortue qui passait devant chez elle. Je disais, mais genre, c'est normal, vous cohabitez. Après, je pense que ça, c'était une petite tortue, mais ça peut arriver. Après, ça dépend des coins où tu trouves, mais si t'es en centre-ville, non, il y a très peu de choses que ça puisse arriver. Mais pour le cadre des tortues luttes, non, il faut vraiment aller, voilà, au bord de mer, à la plage, quoi. Et la plage, en vrai, elle est juste à côté. Donc, vraiment, quand je dis vraiment juste à côté, t'as le centre-ville, t'as à 15 minutes, t'as la plage. Excuse-moi. Donc, voilà. Donc, non, tu vois. Parce que moi, j'ai du mal avec les petites bêtes. Et du coup, je me dis, est-ce qu'un jour, j'arriverai à aller en Guyane? Parce que déjà, chez moi, j'arrive pas. Tu vois, ça, c'est intéressant que tu en parles parce que je trouve que ça, c'est un cliché qui nous colle à la peau pour le coup. Et je vais pas nier qu'il y a ça. Je vais pas le nier. Mais se dire, je vais en Guyane, le premier truc que je vais voir, c'est ça. Je trouve que il ne faut pas pousser le bouchon. C'est pas l'Australie. C'est pas l'Australie. Et encore, je dis ça, mais j'ai jamais été en Australie. Donc, alors moi, j'ai vu des vidéos des bêtes comme ça. Je dis non. Tu sais, moi, il y a un adage en Guyane, un vrai, qui dit, la Guyane ne se raconte pas, elle se vit. Donc, le meilleur moyen pour que tu puisses, toi, parler de la Guyane, c'est un jour d'y aller, de voir comment c'est. Et crois-moi qu'il y a quasiment une chance sur deux, si ce n'est 2 chances sur 2, que tu reviennes. Tu vois. Donc, j'entends cette notion et je peux pas la nier parce que ça fait partie de ce qu'on est. Mais c'est plus que ça. C'est vraiment beaucoup plus que ça, la Guyane. J'aime beaucoup mon pays. J'appelle ça mon pays parce que il y a une vraie valeur sentimentale. Mais pour pouvoir justement en parler comme je t'en parle là, je trouve que c'est bien justement d'aller ailleurs et de présenter qui on est. Pour faire la meilleure promotion de notre territoire, tu vois. Clairement. Après, je te comprends parce que du coup, moi, j'ai vécu à Mayotte et nous, on a ce truc-là de la violence qui nous colle un peu à la peau. C'est ça. Donc, quand j'ai des amis avec qui on discute, je leur dis, mais en fait, il faut y aller pour le voir. Exactement. Certes, il y a de la violence, mais les gens vivent. Les gens ne sont pas juste cloîtrés chez eux en train de s'enfermer. C'est vrai, parce que quand on regarde les images, Mayotte, excuse-moi du terme, c'est pas vendu de manière sexy, quoi, tu vois. Donc, et je me dis, il y a quand même des choses à découvrir d'un point de vue culinaire, culturel. Donc, je trouve que ça serait intéressant. Moi, je pense que je me mettrais ça un jour
Il la met dans ma to-do list. Non, il y a énormément de choses à voir et ma sœur qui y vit, elle fait énormément d'activités, elle sort beaucoup, elle nous envoie des vidéos. Enfin, il y a des randonnées, elles vont en randonnée, elles reviennent à la maison. Pourtant, on entend pas mal de choses macabres. Bien sûr. Mais donc, non, on vit, il y a des paysages super beaux. On espère un jour y jouer là-bas. Voilà. Pourquoi pas? J'espère bien. Donc, si on revient un peu au lycée, oui. Puisque nos petits jeunes, à partir du lycée, commencent à nous écouter, oui. J'espère. Salut les jeunes, il faut écouter la parole, la sagesse. Donc, la première est ta terminale. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que... Déjà, comment est-ce que tu as révisé? Est-ce que ça t'a paru facile? Est-ce que tu avais un entourage autour de toi qui t'encourageait à réviser? Est-ce que tu étais dans un groupe d'amis, vous révisez ensemble? Comment est-ce que s'est passée ta première terminale? Très franchement, ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce que de base, je suis pas le meilleur élève, je veux pas faire le gars, mais je suis assez studieux. C'est-à-dire que on me donne une tâche, je la fais jusqu'au bout. C'est bien fait, c'est mal fait, mais au moins c'est fait. Je sais pas. Donc non, j'étais pas forcément dans des groupes. J'avais toujours un ou deux camarades avec qui on pouvait réviser, travailler ensemble, surtout quand on arrivait sur la partie examen pur, hein, les derniers mois où vraiment là faut être à fond dans le truc. Donc je révisais de temps à autre avec eux. Mais c'était surtout le gros du travail, c'était à la maison. C'était ce cadre-là que ma mère avait installé. C'est voilà, t'es à la maison, tu travailles, tu bosses, et puis après, tu vas en cours. S'il y a des copains qui aussi veulent travailler, ils sont la bienvenue. Mais j'ai une éducation assez stricte là-dessus, en tout cas sur les études. Ouais, j'ai toujours mis à cœur d'avoir mes diplômes pour ensuite être libre. C'était mon deal un peu avec ma mère, c'est de lui dire, tiens, je t'ai remis tes diplômes. Non. Laisse-moi faire ce que je veux. Voilà. Je vais trouver mon travail, t'inquiète pas, parce que j'ai besoin d'argent comme tout le monde. Je vais trouver mon travail, mais voilà, les diplômes, c'est là, tu peux respirer. Et une fois que ce deal-là a été passé, je vais laisser faire ma vie. Donc s'il y a un conseil que je peux donner aux jeunes, les études, je sais que c'est parfois barbant, ça peut être chiant, mais croyez-moi, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, malheureusement ou heureusement, je sais pas, on nous juge par rapport à ça, alors que tu peux avoir des talents, des capacités que d'autres n'ont pas, mais parce que le système scolaire fait que on va te dire non, t'es nul parce que tu sais pas faire telle ou telle matière, alors que c'est pas du tout ça. Mais soyons bêtes et disciplinés le temps d'eux, je veux dire. Le temps d'avoir ses diplômes, de faire ce qu'il y a à faire. Et puis, une fois que ça c'est bon, tu vas qu'à tes occupations, tu fais les projets qui te tiennent à cœur. Parce que c'est aussi ça le message que, si je peux donner, c'est, in fine, faites ce que vous aimez. Oui. Voilà, ne vous reniez pas, ne vivez pas la vie de quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien. Parce que, tôt ou tard, vous allez regretter, et c'est pas le but. Le but, c'est de vraiment vivre sa vie pleinement, faire ce qu'on aime, et pas ressentir ça comme un travail ou comme une tare. Tu vois, quand tu vis ta passion, tu vis ta passion, en fait. Et on te paye pour ça. Tu te dis, hey, on me paye pour faire ce que j'aime. Tu vois, ces sensations-là. Oui. Et c'est ce que je commence aussi à avoir, moi, avec le stand-up. Dire, c'est un travail, c'est un métier parce qu'il y a un boulot à côté, mais moi, c'est un kiff, quoi. D'écrire des blagues, d'être sur scène, ça marche pas, c'est pas grave, mais je fais ce que j'aime. Et surtout que, tu vois, une personne pourrait être tentée de se dire que oui, c'est un départ, mais t'as pas besoin de diplôme, mais la personne parle, elle manie les mots, elle manie. Donc il y a des phrases, il y a un sens. Donc dans tout ça, t'as besoin aussi d'une éducation. Les cours de français, les cours d'expression orale, t'as plein de choses qui rentrent en compte. Et puis même, là on parle de la partie artistique et scénique, mais t'as aussi la partie entrepreneuriale, parce que tu es ton propre patron, donc tu as des documents à remplir, tu as quand tu fais des salles, tu loues une salle de spectacle, tu as des chiffres, des comptes, enfin, tu dois aussi compter. Donc, il y a pas que, il y a l'aspect artistique, ok, c'est bien, qui est très importante, mais tu as aussi l'aspect entrepreneur. Quand t'es pas produit, je parle, et
Donc, il faut avoir ces notions-là. Donc, on peut pas mettre l'école de côté parce que sinon, tôt ou tard, on le paye, quoi. Clairement, clairement. Donc merci beaucoup. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de première terminale, mais je t'ai même pas demandé si c'est parti en lycée général ou professionnel? Non, j'ai fait un lycée, général, spécialisé en technologie. Donc, ça s'appelle STG, STT ou STT, mais spécialisé en option commerce. Et la continuité pour moi de ça, c'était de prendre un BTS, comme je l'ai dit tout à l'heure, un BTS commerce, donc négociation, relation client, que j'ai obtenu. Et puis voilà, donc voilà, c'est vraiment une suite logique. J'avais pas forcément d'appétence au début pour le commerce. C'était un peu, j'ai suivi ça par tendance. Mais ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de me développer humainement parlant. C'est-à-dire que de base j'étais un garçon assez timide, hein. J'étais très très timide dans mon enfance. Je suis pas le gars expressif. Donc le fait d'avoir trouvé un métier qui m'oblige en fait à aller vers les gens, à parler parce que commercial est timide. Voilà, ça ne marche pas, tu vois. Et si tu vends pas, tu manges pas. Moi, j'aime manger. Ah. Donc, du coup, j'avais cette obligation-là de changer ma manière d'être puis même demain, ça me sert dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, je suis satisfait de ça. Et c'est ce qui m'a aussi derrière permis de me dire, finalement, le stand-up, pourquoi pas? Enfin, c'est pas moi qui me suis dit ça, c'est venu par quelqu'un d'autre, mais c'est une suite aussi logique. Oui. Voilà. Et là, tu m'as parlé de ton BTS, mais est-ce que ton BTS, tu le fais en Guyane ou tu viens En Guyane. Tout se fait en Guyane. Tout se fait en Guyane? Ouais, tous mes diplômes, j'ai eu en Guyane. J'ai tout passé là-bas. J'ai travaillé longtemps en Guyane aussi. Ma vie parisienne est très, très récente. Donc, non, une grande partie de ma vie se passe là-bas. Donc, c'est pour ça que, en étant sur Paris, j'ai plein de choses à faire. Oui. Et comment ça se passe du coup en Guyane là-bas? Ici, on parle un peu surtout de la première année parce que il y a ce petit truc-là qui dit que quand tu viens des îles et que tu viens en France métropolitaine, la première année est la plus critique et la première année en général, ils disent beaucoup de gens la ratent. Pourtant, on a quand même pas mal d'étudiants qui arrivent la première année. Ouais. Donc, la première année où je me suis installé. La première année où tu as commencé tes études supérieures, pardon. En fait, moi, l'avantage que j'ai eu, c'est que l'endroit où j'ai passé mon diplôme, c'était dans le lycée, en fait, où j'étais. D'accord. Donc, t'as même pas quitté le lycée. C'est ça. Donc, c'était une vraie opportunité parce qu'on était en fait la première promotion de Guyane en plus. Le diplôme venait d'être homologué, enfin crédité, je sais pas comment on pourrait dire le terme, en Guyane, et l'établissement avait décidé de créer une classe, en tout cas, pour pouvoir proposer le diplôme. Donc, toutes les personnes qui sortaient du terminal avaient l'opportunité de prendre le BTS comme option et de le faire directement sur le lycée. Donc, moi, j'ai eu ce confort-là encore, tu vois. J'ai cette chance de pas bouger, de pas aller ailleurs. Donc, j'avais déjà tous mes repères. Et de deux, j'étais un des plus grands parce que j'étais plus long que les terminales. Donc, j'étais bien. Il y avait quelques camarades qui aussi étaient restés aussi dans le lycée pour faire le même. Donc, en fait, j'étais bien. Donc, j'ai pas eu de difficulté d'un point de vue entourage, contexte en tout cas. La vraie difficulté, c'était de dire, là, on n'est plus des lycéens, quoi. On est vraiment des étudiants. Même si on est dans un lycée, on est des étudiants et donc du coup, le niveau qui nous est demandé est bien plus supérieur que ce que on avait déjà au lycée. Et donc là, il m'a fallu un petit temps d'adaptation, peut-être quelques mois, 2 ou 3 mois pour comprendre que là, ça va être un peu chaud. Mais ce qui est bien, c'est qu'on avait une équipe pédagogique assez impliquée et qui nous donnait vraiment les éléments, les armes pour pouvoir être au top. Et ils ont bien fait puisqu'à la fin, on a eu quasiment, pour dire de bêtises, plus de 95% de taux de réussite. Oh, c'est énorme. Après, c'était pas une grande classe, mais je crois qu'il y était 20 ou 15. Mais ils étaient très, très satisfaits. Mais ils ont mis les moyens dès le départ. Pour pouvoir nous permettre d'arriver à nos objectifs.
merci à eux, quoi. Et en parlant de l'équipe pédagogique, toi, comme tu es resté du coup en Guyane, est-ce que tu peux en parler puisque à chaque fois, je vais te redonner des exemples par rapport à moi où j'ai bien sûr, vécu. bien sûr. Mais à Mayotte, à l'époque, en tout cas, Ouais. j'espère que maintenant ça a changé, Ouais. il y avait ce conflit-là dans l'équipe pédagogique où Ouais. tu avais des professeurs ou des instituteurs Ouais. blancs qui arrivaient en mode de sauveur, en mode vous ne savez pas, on va venir. Mais en gros, il y a Dans vraiment le un cadre des gros, études, dans le cadre des études, il y a un gros conflit Non, dans ça. mais c'est fou que tu me parles de ça parce que justement, les deux profs qui me viennent en tête, c'est deux professeurs, donc un blanc, si on peut dire, et surtout une femme d'un charisme incroyable. Je sais pas si elle se reconnaîtra, Madame Panfil, Patrice Panfil. Big up si elle Big se up. Moi, voit. je sais pas si un jour elle regardera la vidéo, je le souhaite. Et son collègue s'appelait Éric Morisseau. D'accord. Là, je me rappelle très bien. Et c'était un blanc, et elle, c'est une femme noire, originaire de la Guadeloupe. Et elle nous a porté, tu vois. C'était notre prof principale. Elle nous a porté dans la promotion. Elle était dure avec nous, mais c'était dans le bon sens du terme. Oui. Tu vois, vraiment pour nous amener à réussir et être des bonnes personnes demain. Et non, il y avait pas ce côté sauveur, parce que tu sentais que les deux, ils avaient cet esprit de nous amener le plus loin possible, de faire au mieux leur mission pour qu'ils puissent à la fin dire bon, ben, on a tout fait, maintenant ça vaut de jouer dans la vie active. Et ils ont réussi. Donc non, j'ai pas eu ce ressenti-là, mais je comprends ce que tu veux dire. Je pense que à l'université à l'époque, il y avait un peu de ça. Et je sais que j'avais des camarades qui ont clairement décroché. Alors, je sais pas si c'était lié à ça, forcément, mais je sais qu'il y avait déjà, on parlait de ça. Et moi, je sais qu'à l'époque, je me disais, ah, bah non, moi, je suis bien. Moi, au lycée, j'ai mon équipe. Franchement, t'as énormément Ouais. de chance. ouais. Parce que entre cet état d'esprit-là de sauveur et l'état d'esprit de je viens dans un territoire parce qu'il y a des avantages dans ce territoire-là. Oui, il y a ça aussi. Ça, on les a connus, hein. Pas forcément, mais c'est pour ça, il faut prendre ce que tu as à prendre. Il faut pas t'occuper de ça. Franchement, c'est secondaire. Okay. C'est secondaire. Et donc, toi, ça s'est bien passé. Ouais. Et comme t'as pas quitté la Guyane, t'as pas eu ce problème-là de quitter le logement, du coup. Toi, t'as pas. Non, non, parce que moi, tout était à côté. J'habitais à la Matoury, comme je t'ai dit. Le lycée, il était là. Il était à 15 minutes de la maison. Donc, j'y allais à pied ou à vélo. Mais non, j'étais vraiment dans un confort. J'avais tout vraiment pour me permettre de réussir, en tout cas mes études. Et c'était vraiment une target. Hein. C'était le deal, comme je t'ai dit, j'avais prêt avec ma mère depuis tout petit, de lui ramener le diplôme, d'avoir aussi le travail, parce qu'il faut aussi sécuriser financièrement. Et une fois que ça s'était fait, je pouvais passer à ma vie active et puis faire ce qui me semblait, tu vois. Mais voilà. J'ai pas eu vraiment de difficultés, même si c'est pas simple au quotidien, mais maintenant ça va, ça a été. Et en parlant de ton BTS, toujours dans le cadre d'informer du coup les jeunes, quelles étaient les matières du coup les plus importantes en fait, ou même juste tout court les matières en fait que tu as eues dans ton BTS? Il y avait la gestion commerciale, management. C'était vraiment deux grosses matières importantes. C'est les deux qui me viennent en tête. Et justement, les deux, c'est les deux professeurs qui les géraient. Donc, et ça englobe vraiment tout, hein, tout l'aspect commercial, ça englobe la préparation d'un rendez-vous, ça englobe la présentation de comment tu dois aller en rendez-vous, ça englobe le phrasé, le temps, tu vois, plein de petits détails que peut-être le commun des mortels ne voit pas, mais nous, on apprenait ça en BTS et moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus, quoi. Donc, je pense que c'est les deux aspects qui étaient très, très importants pour moi, ouais. D'accord. Et par rapport à l'organisation, donc là, tu restes au même lycée. Ça pourrait être quand même un peu difficile de se dire, je suis plus au lycée, là, je suis en BTS, c'est des études supérieures quand même. Donc, je dois quand même changer un tout petit peu ma façon de faire, comment je révisais avant sur la nouvelle année et tout. Comment est-ce que tu t'organisais? Comment est-ce que tu révisais cette fois-ci?
Après, ce qui était bien, c'est comme on n'était pas beaucoup, Mmh. on était une promotion de, je crois, 15 ou 20 élèves, pas plus en tout cas. Mmh. On avait la possibilité de rester dans les salles, Mmh. tu vois, après les cours. Mmh. Si la salle était dispo, on pouvait rester jusqu'à, je dis n'importe quoi, si on avait fini les cours à 15 heures, Mmh. on pouvait rester jusqu'à 18 heures réviser avec nos profs Mmh. et ils nous donnaient des tips aussi. Ah. Donc, ils étaient vraiment investis, tu vois. Oui. Il y avait vraiment ce côté, on est là pour vous aider. Maintenant, c'est à vous de faire le travail. Mmh. Donc, en termes d'organisation, il y avait ça. Et puis, non, moi, je restais aussi dans la continuité de me dire, moi, je rentre chez moi, je fais ce que j'ai à faire, je travaille. Mmh. Si j'ai des questions, des difficultés, je les pose. Mmh. Chose que je faisais pas forcément à l'époque. Quand j'étais au collège ou même au début du lycée, c'est pas des choses que je faisais. Quand je comprenais pas, je demandais pas. Faut pas, surtout pas faire ça. Mmh. Si tu comprends pas, demande. Ah. Parce que, faut pas écouter les autres. Ah, t'es bête. Ouais, mais je suis bête. Mais moi, je veux Justement, comprendre, tu je vais vois. apprendre. Je veux comprendre et c'est vraiment en arrivant au BTS parce que je sentais que là, le niveau était vraiment plus élevé. Mmh. Et là, non, je posais mes questions, je restais travailler plus tard. Mmh. Si j'avais des lacunes sur certaines choses, j'essayais de m'investir du mieux que je pouvais. Pas dire que je le faisais toute l'année de manière régulière, mais ouais, plus souvent que rarement, en tout cas, c'est sûr. Oui. Donc, ouais, c'est comme ça que je m'organisais principalement. Donc, le BTS, c'est en 2 ans. Ouais. Tu obtiens ton BTS du premier coup. Oui, ouais, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Et là, il y a des stages ou des alternances Et à ouais, il y faire, avait des durant alternances à faire. Ah ouais, là, c'est une vraie, par contre, c'est une vraie galère, ça, pour le coup. Mmh. Parce que la première année, parce qu'on devait chaque année trouver un stage différent, Mmh. non rémunéré. OK. Donc, moi, j'avais la bourse, donc ça pouvait m'aider Mmh. à ce moment-là. Mais, ouais, c'était difficile, là. Par contre, c'est de toutes mes études, je pense que c'est la partie qui a été la plus compliquée. Mmh. De trouver un stage qui puisse me permettre, de valider, en fait, mon année. C'était ça. Parce que si tu avais pas de stage, tu pouvais pas valider l'année. Oui. Et je me rappelle que la première année, justement, j'ai trouvé mon stage le dernier jour de la date limite. Mmh. C'était un magazine hebdomadaire qui n'existe plus aujourd'hui. Il s'appelle... j'oublie le nom. Il n'existe plus, ça fait déjà un petit moment. Et je devais revendre des encarts publicitaires. Mmh. Alors pour eux, c'était une opportunité. Pour Oui. moi, ça me permettait de commencer mon stage. Et la deuxième année, c'était encore plus galère parce que j'ai vraiment pas trouvé. Mmh. Je trouvais un autre commercial, mais c'était très pêle-mêle, c'était pas abouti. Et bon, j'ai pu quand même la valider. Et ça m'a servi dans mon dossier à la fin. Mmh. Et ouais, ça, c'est la partie la plus embêtante. On va dire ça comme ça. Et là, t'avais pas connaissance, enfin, dans ton entourage, en tout cas, ou même tes professeurs, eux, n'avaient pas forcément de contact ou Pas du tout, parce que ouais. comme je t'ai dit, on était la première promotion, Ouais. donc c'était tout nouveau. Mmh. Donc dire qu'il y a des alternants, enfin il y avait déjà de l'alternance avant. Mmh. Je crois ouais, c'était une école d'alternance, Mmh. mais fallait payer. Mmh. Elle était pas gratuite. OK. Donc fallait payer. Donc bon, non, j'avais pas les moyens de payer une école pour pouvoir faire ça. Donc j'étais au plus difficile, mais ça a payé à la fin. Donc voilà. Et donc là, tu obtiens ton diplôme cette fois Ouais. et enfin cette fois, tu l'as obtenu en un coup, mais Ouais. donc comment est-ce que tu trouves ton boulot? Puisque l'alternance est compliqué, donc j'imagine que trouver le boulot, c'est encore plus compliqué. Ah, bah, en fait, c'est une histoire. Est-ce que c'est de la chance ou pas? Bah, en fait, je commence par un emploi où je travaille directement, je trouve un truc dans l'assurance. Mmh. Euh, mais je sens très vite que c'est pas ce que je veux faire. Le fait de rester assis, d'attendre les clients, et l'employeur le voit aussi. Donc, du coup, on se quitte bons amis, on va dire. Donc, je valide pas ma période d'essai. Et entre-temps, je cherche, je postule. Et c'est un autre ami, à l'époque en tout cas, qui lui aussi postulait sur plusieurs offres d'emploi. Et il me parle de l'offre d'emploi dont je te parlais avec les grossistes des béquets, Payotte. Et moi, je postule, du coup. Et c'est comme ça que je suis pris, en fait. Donc, voilà, je parle de mon expérience, de ce que j'ai fait. Il me donne ma chance parce qu'il voit que je suis un jeune, j'ai envie, j'ai pas d'expérience significative. Donc, il me donne ma chance.
Donc, je dois prouver en 2 mois que Ah. je mérite ma place. Mmh. Donc, je travaille fort, je travaille dur, mais les conditions sont réunies. Moi, je suis dehors, je vois mes clients, j'aime Mmh. ça, en fait. Mmh. Et puis après, ça le fait. Et puis, je travaille, je reste là. Bah, là, jusqu'à ce que je parte, ça faisait peut-être 12 ans que j'ai travaillé là, tu vois. 12 ans au même, Ouais, 12 ans. Ouais, 12 ans au même endroit. Mmh. Donc, sur le bout de 12 ans, parce que j'avais fait le tour, Mmh. j'avais besoin de voir autre chose. Et je décide, bah, tout quitter. Mmh. Voilà, et puis de rentrer sur Paris. Et sur les 12 ans, à aucun moment tu as eu envie, de quitter la Guyane? À aucun moment. À aucun moment? À aucun moment. Pendant ces 12 ans, j'ai vraiment, comme je t'ai dit, Mmh. j'avais cette envie de voyager, donc j'ai Mmh. profité vraiment pour voyager beaucoup. Mmh. J'ai fait pas mal de continents, le Mmh. continent asiatique, Mmh. l'Amérique du Nord, l'Orient, Mmh. l'Europe forcément, Mmh. l'Amérique du Sud parce que j'y suis. Mmh. Et donc voilà, j'ai voyagé Mmh. beaucoup, beaucoup. Donc ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Mmh. Donc mais à aucun moment je me disais: «Ah, je veux vivre là». Mmh. C'est vraiment venu là ces dernières années, le Covid, Mmh. où bah, tout le monde t'est isolé, t'es chez toi, tu Mmh. réfléchis à ta vie, tu dis: est-ce que je veux faire ça toute ma vie?» Et ouais, là, il y a le déclic qui se passe. Mmh. Tu vois, la question dont tu me parles, là, c'est là qu'elle arrive, en fait. Oui. Quand je suis posé, j'ai pas de boulot, j'ai Mmh. pas à me déplacer. La question, elle arrive et là, je me dis: «Ah ouais». Et à ce moment-là, tu es en Guyane? Ouais, je suis en OK. Guyane, ouais, Mmh. je suis en Guyane. Je suis en Guyane et je me dis: «Bon, bah, let's go, hein, faut se Ah. lancer». Et ce qui a fait que vraiment où j'ai passé le cap, c'est parce qu'entre temps, tu vois, on revient dans cette Mmh. notion de voyage. J'ai pris du temps parce que bon, on va pas revenir sur la période qui était angoissante et stressante Oui. pour beaucoup de personnes. Mmh. Il y avait entre les 2 confinements, on pouvait voyager. Mmh. Donc moi, j'en ai profité. Oui. Bah, pour venir ici, sur Paris, voir ma famille, mes Mmh. proches, comment chacun allait. Et j'ai eu l'opportunité de faire une première partie de spectacle. Mmh. Donc là, les spectacles ouvraient, donc Mmh. c'était difficile pour le monde du spectacle. Mmh. Et j'ai l'opportunité de faire la première partie de Cleveland. OK. Oh, Voilà. OK, donc c'est parce que là, on n'a pas parlé, en fait, vraiment de tes débuts. Comment Oui, est-ce que tu es rentré on dans va le y stand-up? revenir. Oui. On va y revenir. Oui. Et donc du coup, c'est quand je fais sa première partie à lui, D'accord. là, dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, que je me Mmh. dis: «Ah mais c'est ça que je veux faire, en fait». Mmh. OK. Et donc du coup, je reviens en Guyane pour Mmh. finir mes trucs et puis là, je repars pour m'installer sur Mmh. Paris définitivement. OK. Et tu laisses ta maman là-bas? Ouais, OK. ouais, oui, c'est le cas, ouais. Ouais, ouais. Mais du coup, tout à l'heure, on a parlé de voyage Ouais, et parce qu'on a quand même pas mal d'étudiants qui aiment bien se précipiter. Oui, je vais partir, je vais aller, ouais, mais partir, c'est financièrement, tu vas te gérer tout seul. Financièrement, tu vas quand ouais, même un peu galérer. Tu n'es pas chez ouais, toi. ouais, Tu vas devoir chercher un boulot. Mais toi, là, tu es resté en Guyane. ouais, T'as enfin, j'imagine que tu habitais dans le logement familial. ouais. Donc, c'est quand même énormément d'économies. Ben, oui et non. Mmh. Oui et non parce que, moi j'ai vécu longtemps, fait Mmh. longtemps chez ma mère. Ouais, jusqu'à mes 24 ans, ouais, Mmh mh. facile. Après j'ai pris mon logement, j'ai pris mon Mmh. chez moi donc OK. j'étais déjà indépendant, Mmh. autonome, tu vois? Mmh. Donc il y a pas cette notion de dépendre de maman. Mmh. Donc je peux avoir un peu Mmh. d'économie, mais en même temps je voyageais, en Dedans, même temps OK. j'avais ma vie Mmh mh. active à gérer aussi, Mmh. donc c'était pas simple. Donc ouais, le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est alors souvent on aime dire, «Ouais, mets de l'argent de côté, mets de l'argent de Mmh. côté». C'est ce que nos parents nous disaient, je pense que Mmh comme mh. toi aussi. Mais je vais aller plus loin dans cette notion, investissez dès maintenant. Mmh. Quand vous avez commencé à avoir un peu d'argent, mais quand je dis investir, on parle pas de milliers d'euros, hein. Mmh. Je dis n'importe quoi, tu gagnes un SMIC, tu gagnes 1 500, 2 000 €. Si tu mets juste 200 €, Mmh. que tu investis dans des produits, financiers, croyez-moi les jeunes, si moi j'aurais pu le faire il y a 10, 15 ans en arrière, je l'aurais Mmh. fait largement, sachant ce que je sais aujourd'hui. Donc Mmh. c'est plus dans ce sens-là. Et Oui. vrai que 10 ans après, ce pourquoi vous avez, ben, épargné, mis de côté, ça va vous Mmh. rapporter bien plus Mmh. que ce que vous pouvez même imaginer, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Peut-être à l'époque, c'était moins développé, c'était moins connu, mais aujourd'hui, ouais, il faut le faire.
C'est obligatoire. À l'époque, on n'entendait pas parler, Pas en tout cas beaucoup. pas chez Non, franchement, non. côté, Nos parents nous disaient, voilà, mais oui. l'argent, livret A, tu connais, livret A, mais c'est pas livret A, là. Mais c'est tout, quoi. OK. Et d'ailleurs, s'ils veulent des conseils, on a fait un épisode avec, Ouais. c'est un gars, un Comorien, Ouais. qui s'appelle Nivar Daoud. OK. Et lui, il est alors, que je dise pas de bêtises. Gestionnaire Patrimoine, oui. Ouais. Et du coup, Conseiller il en est patrimoine. venu donner, oui, c'est exactement ça, conseiller en patrimoine. Il est Moi, venu j'ai un donner cousin des qui conseils. travaille dans ça, donc je connais très bien. C'est pour ça que je dis, allez, n'hésitez pas, quoi. Ouais. Allez-y, faites ça et vous allez voir que dans 10 ans, 15 ans, vous serez bien. Vous allez être Ouais, vraiment. si vous voulez vous lancer dans le stand-up, Ouais. vous allez quitter le premier boulot. Faut dire ça comme ça. Ouais, c'est sûr. Mais chacun a son parcours, tu vois. Oui. Donc, il faut. Donc, merci. Donc là, on a fini toute la partie, en tout cas, études, carrière, hors stand-up. Ouais. Et maintenant, est-ce qu'on peut revenir sur ta carrière en tant qu'humoriste? Comment est-ce qu'elle a commencé? Comment ça a commencé? Le pourquoi de comment je me suis retrouvé sur scène, c'est ça? En fait, comme je t'ai dit, à l'époque, moi, j'étais un garçon timide. Donc, j'étais pas le plus drôle, j'étais pas celui qu'on regarde, mais ma chance, c'est que mes potes, c'était les gars les plus beaux du collège, du lycée, les plus courtisés, les plus drôles. Donc, moi, je traînais avec eux. Donc, moi, forcément, quand t'es à côté de quelqu'un, tu prends un peu ses radiations, on va dire ça comme ça, ses vibes. Et donc, dans un pote en particulier qui était le plus connu du lycée, du collège, voilà. Et en grandissant, on a créé plein de groupes d'amis qui nous invitaient parce que tous les deux, il y avait cette magie de faisait un peu les pitres, faut dire les choses, mais on faisait rire les gens et dont les filles. Parce que moi, j'étais pas le mec qui attirait les filles ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, mais c'est intéressant ça, je suis pas beau, pas tu vois ce que je veux dire? Je suis pas à côté de mon pote, en tout cas, je suis pas ouf. Parce que j'allais dire, c'est subjectif. Ouais. Et je me dis, en tout cas, à ce moment, à l'époque, je me dis, si je peux faire rire et ça attire les filles, pourquoi pas? Oui. Donc, ensemble, de manière totalement naturelle, on se met à faire un peu les pitres, à rigoler. On voit qu'on est invité un peu à droite, à gauche et tout. Et que ça plaît, et que je commence à avoir du succès aussi là-dessus. Et ça me donne aussi confiance en moi parce que une chose que j'avais pas forcément. Et donc, dans ces groupes-là, dans un de ces groupes, il y a une amie qui me remarque plusieurs fois. Et en fait, elle était dans l'organisation de l'équivalent du Jamel Comedy Club, mais en Guyane. Ça s'appelle le Yana Comedy Club. OK. Et elle me dit, je te vois bien sur scène. Ça, c'est à quel âge? J'ai déjà 24, 25 ans, là. OK. J'ai déjà 24, 25 ans, ouais, facile. Et je lui dis, ouais, mais moi, je me fais de scène. Et puis faire rire vous et faire rire des gens sur scène, il y a un monde. Donc, déjà à ce moment-là, j'avais déjà capté le délire de faire rire des gens en privé et public, c'est déjà deux choses différentes. Donc ça, j'avais déjà bien intégré. Et elle insiste. Elle s'est dit, tu devrais essayer, vas-y, je connais, en plus on recherche des artistes et tout, tu devrais essayer. Voilà, donne-moi ton numéro. Donc je lui donne mon numéro. Et ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, c'était la période 2015 comme ça, où il y avait les attentats. Et moi, j'ai cette inspiration d'écrire quelques petites blagues. Je dis, ces blagues-là que j'écris, mais sans savoir que c'est du stand-up, je vais les faire quand on sera dans un groupe d'amis, je vais les tester. Enfin, j'ai déjà ce truc, mais je sais pas que ça s'appelle stand-up. Et en fait, je voulais parler du terrorisme, des attentats. Est-ce que les attentats demain, ça pourrait arriver en Guyane? C'était ça ma question. Et je disais que non, parce que voilà, on est trop fêtards et le mec, il viendrait en Guyane et il verrait les belles meufs, l'arbitre, il se dit, vas-y, les attentats, on va mettre ça de côté. Bon, bref, c'était à l'époque. Et donc, du coup, la première scène, je suis sélectionné. Sur un plus grand étonnement, je suis sélectionné. Première scène devant 300 personnes. OK, vous étiez 300 personnes à concourir? Non, 300 personnes du public. Ah, OK. Mais sur scène, on était 6, 8. OK. Ouais, 6. Mais je stresse de ouf. Je suis pas bien. En plus, je passe en dernier. Donc, moi, j'ai aucune notion. Moi, je viens pour faire mon texte. Et à l'époque, j'avais écrit un texte sur l'éducation. C'est quelque chose qui me tenait aussi à cœur.
J'ai jamais testé, même si je m'étais préparé 1 mois à fond. Et ça se passe super bien. Ça se passe vraiment, vraiment bien et limite, on me dit: «Mais tu sauves la soirée parce que les autres avant, ça s'était vraiment pas bien passé. Il y en a qui avaient oublié leur texte, d'autres qui étaient pas dans le rythme», bref. Et là, j'ai la révélation de me dire: «Ah ben OK, c'est pas mal ça, c'est bien». Parce que tu as le public, tu as les rires, tu as les applaudissements, tu as les retours derrière. Tu te dis: «Ah». Et puis ça crée une espèce de dopamine, donc tu goûtes 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu dis: «Ah, en fait, c'est bien ça». Donc je me sens à ma place, tu vois? Je me dis: «OK, on y va», tu vois? Et c'est comme ça que ça commence, en fait. En 2016, En voilà. 2016, OK. Ouais. Oui, ça remonte quand même. Ouais, 2016, ouais. Et du coup, là, après, durant le Covid, tu viens? Alors, Enfin, durant le Covid, le laps de ouais, temps où entre 2016 et 2020, je fais quelques petites scènes à droite à gauche parce que tu sais, en Guyane, il y a pas beaucoup de scènes ouvertes, ça n'existait quasiment pas, même si aujourd'hui ils essaient de plus en plus de démocratiser ça. Mais c'est compliqué de jouer et tu sais, quand tu goûtes à ça, tu veux tout le temps monter sur scène, tu veux tout le temps têter des blagues et en fait, moi j'accumulais cette frustration-là de pas pouvoir jouer. Donc je joue de temps à autre, il y a quelques événements à droite à gauche, mais si je jouais, allez, 2-3 fois dans l'année, c'était max. OK. Vraiment max. Donc il y a une année où j'ai quasiment pas joué, c'est une année sabbatique. Et puis en 2020, je rencontre le pote qui organisait le Yana Comedy. Je lui dis: «Attends, faudrait que tu crées un truc, parce qu'on peut pas rester comme ça». Et là, il me dit: «Bah tiens, il bosse avec Cleveland, il a un projet, si je suis intéressé». Je dis: «Bah ouais, en plus moi je viens, bah il y a pas de problème, je viendrai regarder», parce que moi à la base c'était ça. Et il m'a dit: «Bah non, mais tu m'as pas dit que tu veux jouer, bah tiens, joue». J'ai dit: «Ouais, mais comment ça je joue?» Il m'a dit: «Je parle de toi, je sais ce que tu vaux, et cetera, mais maintenant tu as 900 personnes, allez, vas-y». Là, tu as le triple quand même. Voilà, c'est le triple. Donc pas bien du tout. Le jour J, pas bien du tout. Un stress, mais ça se passe super bien. Super bien, c'est des applauses de malades, quoi. Limite, j'ai dit: «Mais attends, les gens, ils viennent pour moi ou c'est quoi?» Et donc là, moi, j'ai là, pour le coup, j'ai ce flash de me dire: «OK, on arrête la Guyane, je rentre mettre mes trucs en ordre et après je reviens sur Paris m'installer pour faire ça à fond». OK. Parce que la Guyana, tu m'as dit, ça s'appelle Guyana Club? Le Yana Comedy Club. Yana Comedy Club. Ouais, Yana Donc Comedy. eux, ils l'ont fait ici, sur Non, Paris. en fait, non, le projet, c'était que le spectacle de Cleveland qu'il présentait au public. OK. C'était son spectacle à lui, en fait. Donc, OK. c'était une opportunité à saisir. Et dans le contexte dans lequel on était à l'époque. Et ça s'est très, très bien passé. Et lui, il bossait sur sa mise en scène, tu vois, il aidait sur l'écriture. Et il m'a dit: «Ben comme je bosse avec lui, je vais lui en parler, si ça lui dit, bah, OK». Et comme lui, Cleveland, il était dans cette optique aussi de donner, la visibilité aussi, aux talents émergents de Guyane ou d'ailleurs. Et quand on lui a parlé de moi, il a dit: «Bah ouais, pourquoi pas, allez, c'est parti». Et il m'a donné ma sympa chance, ça. quoi. Ah ouais, Ouais. grave, franchement, grave, ouais. Ça a été le premier à vraiment me tendre la main, en tout cas d'un point de vue artistique, quoi. Ah ouais. Très bien. Et du coup, là, tu fais le Yana Comedy Club. Tu quittes la Guyane. Ouais. Tu viens en France et là, tu continues. Comment est-ce que tu rencontres les personnes aujourd'hui qui sont autour de toi, Ouais. qui sont dans l'humour, Ouais. et tu te fais aussi un nom Ouais. dans les différents comedy Non, clubs? oui et non, oui. 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 En fait, j'intègre, une troupe, déjà qui était déjà sur place. Une troupe un peu, tillaise, guyanaise, une équipe d'humoristes qui était déjà sur Paris. Donc moi, j'intègre directement, l'équipe. Et avec eux, comme ils avaient déjà leur réseau, ils jouaient déjà un peu partout. Donc moi, j'intègre ça, en fait. Donc moi, je suis juste le move. D'accord. Et donc c'était super cool, quoi. Il y a des Antillais, des Guyanais, dont la Lele, je sais pas si tu vois qui c'est. Il y a Emric Amokila. Enfin voilà, c'était vraiment des artistes qui ont beaucoup de talent. Émilie Simonet, qui est une compatriote guyanaise. Et, et donc du coup, bah je vois ce qu'ils font, je rentre dans leur cercle, en fait. Et de moi-même à côté, ben j'écume les différents cafés-théâtres, les comédie clubs, les petits, les grands. Je demande partout, je frappe à toutes les portes.
je suis déter, quoi. Je suis vraiment déter parce que j'ai un objectif, c'est de déjà juste jouer et me confronter au meilleur, en fait. C'est voir ce qui se fait, ce qui se dit et je prends des claques, en fait, parce que je vois qu'il y a du niveau. Et jouer en Guyane et jouer en France, mais ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents. C'est la manière d'amener des blagues, de faire des blagues, c'est pas pareil. Et c'est exactement ce que je voulais en plus. Donc, je suis pile poil dans ce que je veux. Et un jour, dans un petit comédie club, non, même pas un comédie club, un café-théâtre, on part dans une cave, voilà. Et c'est là que je rencontre Lewis. C'est là qu'on se rencontre. Il regarde mon sketch, il est mort de rire. Je regarde ses sketchs, je suis mort de rire. On se capte. Moi, je suis pas, je vais pas le faire. Je vais pas checker les gens. Je reste dans mon coin. Je suis un peu, j'ai ma pudeur. Garder ta petite timidité. Voilà, exactement. Oui, ça, forcément. Mais lui, il a grave kiffé. Il m'a dit, non, j'aime bien ce que tu fais. Non, on accroche vraiment bien. Et on se revoit, je sais plus où. Et là, on se quitte plus. On se quitte plus. On fait des scènes et je vois son univers. Le mien, on a deux trucs totalement opposés. Donc, tu vois, on n'est pas là à se marcher l'un sur l'autre. Mais on se pousse l'un et l'autre, tu vois. Donc c'est comme ça que j'arrive à aussi intégrer voilà, d'autres humoristes qui parlent de toi, qui te connaissent, qui t'ont vu, etc., etc. Toi, tu les invites, etc., etc. On parle de toi. On te dit, ah oui, il y a lui, tac, 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 tac. Le bouche à oreille entre artistes, ça va très, très vite, hein. Dès que t'es bon, tu fais le taf. T'es sérieux, tu viens à l'heure, tu respectes tout le monde, tu dis bonjour, voilà, enfin, basique, je vais te dire. Et on t'appelle, et voilà, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Parmi les artistes guyanais avec qui tu as commencé, il y en a qui seront à l'Itanou Show? Non, je suis seul guyanais. Je suis seul guyanais, mais celui à qui j'ai commencé, il y a Son Blue. Qui est lui guadeloupéen haïtien et qui est arrivé quasiment en même temps que moi. Qui a aussi son univers aussi. Et on est, ça fait, le temps que tu en parles, il sera là aussi. Et, donc, lui, c'est aussi une belle connaissance, donc, qui est aussi, il est très, très fort sur les réseaux, sur TikTok, tout ça. Donc, non, ça fait plaisir. On a chacun nos univers, et c'est ce qui est bien, hein, de pouvoir se retrouver un jour sur une scène et puis parler de tout ça des débuts, et puis voilà. Et tu nous as pas parlé du 30-30? Oui. Comment est-ce que ça a commencé, le concept? Le concept, en fait, comment il est venu, c'est qu'avec Lewis, on se rendait compte que, voilà, on jouait beaucoup, partout. Et l'avantage comme l'inconvénient, c'est que tu peux jouer, ok, mais tu joues des 5 minutes, 7, 8 minutes, tu vois, c'est très peu. Et quand tu commences, plus tu avances, plus tu vas dans le temps, en fait, tu te rends compte que tu as besoin de temps pour jouer. Et du coup, on s'est fait ce constat de, écoute, si on veut vraiment bien travailler, il faut qu'on investisse, en fait. Enfin, on revient sur cette question d'investissement. Donc, on a décidé d'investir en nous, de trouver un partenaire. Le premier, ça a été le Dockside Comedy Club, qui est aussi un comédie club réputé aussi pour la communauté, hein. Pas que, mais la base, l'essence même, c'est ça. Ils nous ont fait confiance. C'était notre premier 30-30. On l'a fait en décembre de l'année dernière. C'est très, très bien passé. On a rempli, c'était 100 places. On n'avait jamais fait ça avant, tu vois. 100 places pour un show? Ouais. 100 places, tu vois, d'entrée. On savait pas, et ça s'est très, très bien passé. Du coup, vu que ça a été un succès, bon, on s'est dit, bon, là, refaire 100 places, ça va être compliqué. Du coup, avec la part de la Villette, avec qui on jouait déjà plusieurs fois là-bas, avec Prince, on lui a parlé de notre projet, il nous a dit ok, pas de problème, il nous a accompagnés là-dessus, et on a fait ça de janvier jusqu'à juillet. Voilà, on a rodé quasiment 7 mois. Et puis là, en cette rentrée, on s'est dit bon, on passe le step suivant, chacun son spectacle. Et voilà, on grandit ensemble, on évolue. Le but, c'est que, voilà, je regardais son podcast aussi où il disait le but, c'est que demain il puisse vivre de sa passion, et on est sur la même longueur d'onde. Donc, clairement. C'est un peu ça le but, c'est qu'on puisse demain tranquille faire notre vie, faire des blagues, mettre à l'abri nos proches. Et puis... Parce que clairement, c'est possible, hein, parce qu'il y a une majorité d'humoristes qui vivent que de ça. Ouais, bien sûr, on sait que c'est possible. Pourtant, il y a de la place pour tout le monde. On n'est pas là pour se marcher les pieds les uns sur les autres, du moins, mais
voilà, on sait qu'on a quelque chose à proposer et c'est ce qui est bien, quoi. Donc, on se pousse comme ça. Oui. Lewis et moi. Et surtout, vous pouvez pas vous marcher dessus, vous faites pas la même Ah, on chose. fait pas du tout la même chose. Du On coup, fait pas du tout la même chose. Ça marche. Donc, merci beaucoup. Je t'en prie. On arrive un peu à la fin Ouais. de l'épisode, Ouais. sur la partie conseils et leçons pour Mhm. nos jeunes. Quel conseil tu donnerais du coup à nos jeunes qui voudraient à la fois se lancer, enfin, qui voudraient à la fois avoir une carrière en tant que commercial Ouais. ou en tant qu'humoriste? Quel conseil tu leur donnerais? Carrière en tant que commercial, j'ai envie de dire, il faut aimer ça déjà. Mhm. Faut aimer ça, faut aimer le commerce. Et il faut être sincère. Moi, ça, c'est la sincérité, c'est être vrai avec vos clients. Mhm. C'est-à-dire que même si je dis n'importe quoi, j'ai ce truc-là, j'ai ce poids à te vendre, Mhm. mais si c'est pas un produit qui t'est destiné, je veux pas te le vendre. Oui. Je vais être sincère avec toi. Mhm. C'est pas conseillé. Mhm. Vous allez jamais entendre ça dans une école de commerce. C'est ce que j'allais te dire parce que même dehors. Vous allez jamais l'entendre. Mhm. Mais croyez-moi que c'est ce truc-là qui va vous souder avec vos clients. C'est-à-dire que demain, vous allez vous revoir, il aura un bon avis, pas parce que vous l'avez pas vendu le produit, mais parce que vous lui avez conseillé vraiment ce qui allait pour lui. Et aujourd'hui, le relationnel, moi, je retiens que ça, en fait. Tu peux avoir les techniques, tu peux les analyses, mais le relationnel, il y a rien qui surpasse tout ça. Parce que le contact client, le fait d'être avenant, d'être toi-même, en fait. D'être toi-même, ne pas te donner un rôle non. Faut être toi-même et puis les relations, le commerce se fait naturellement. Faut être pro, faut être respectueux, faut être à l'heure. Et voilà. Après, sur la partie artistique, moi, ayant déjà exploré tout ce que je t'ai dit sur la partie commerciale, mon but aujourd'hui, c'est de faire ce que j'aime. Faire ce qui me fait vivre, enfin, battre mon cœur au quotidien. Ou au-delà du fait que de faire des blagues, c'est une philosophie, un état d'esprit et c'est même une mission. Je veux même aller plus loin que ça. C'est une mission que j'ai reçue parce que moi, j'ai ma foi, je crois en Dieu et je sais que Dieu a mis ça dans mon cœur pour que je puisse parler au plus grand nombre. Et je le ressens pas comme un travail. C'est vraiment une passion, vraiment. Et je sais plus c'est qui disait ça, en grosse partie Michael Jordan ou je sais plus qui. Et à partir du moment où on te paye pour faire quelque chose que tu aimes, t'as tout gagné en fait. Ouais. Donc faites ce que vous aimez. Voilà, c'est mon conseil. Faites vraiment ce que vous aimez. Mettez-y du cœur. Vous allez peut-être tomber, mais relevez-vous. C'est pas tout de suite qu'il faut regarder. C'est le point qui est devant vous. Et pour le coup, avec Lewis, c'est ce qu'on a comme target. On regarde de loin devant nous et puis on y va quoi. Yes, ça marche. Et du coup, toi, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise durant tout ton parcours jusqu'à maintenant? Waouh. A few minutes later. Non, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Ouais. Tu sais que cette partie-là, je me suis demandé en allant à je pense que c'est l'avant-première de Lewis. Ouais. Quand tu as parlé de toute la partie foi, c'était en rigolant, bien Oui, sûr. oui. Mais en fait, j'ai regardé, j'ai dit, lui, il est religieux. Il y a des choses, tu peux pas savoir si tu n'es pas dedans. Ouais, non, parce que ça transpire, ça fait Oui. partie de qui je suis. Et tu t'as dit le mot religieux, oui, je comprends le terme, même si c'est un mot que j'aime pas trop. Mais je parlerais plus de spiritualité. Ok. Tu vois, parce que c'est une vraie relation que j'ai. Et si ça peut transpirer sur scène et dans ma manière d'être de tous les jours, tant mieux. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est de faire confiance à Dieu. Ouais. Pourquoi? Parce que quand tu regardes bien mon parcours, à chaque fois, il y a eu, j'étais dans un bon contexte pour étudier, pour travailler, pour changer, avoir des opportunités qui sortent de je ne sais où. Ça vient pas Ça vient pas de nulle part, tu vois. Exactement. Donc, juste faire confiance à Dieu et puis il connaît et puis moi je suis quoi. Il y en a qui parlent pas beaucoup de leur foi. Ouais, c'est quelque chose qui peut être pudique, je peux l'entendre, hein, mais je pense que les gens ont aussi besoin d'entendre ça. Quand c'est dit de manière totalement transparente avec le cœur, pas dans le but de comment dirais-je, de convaincre, non, mais juste d'en parler et de comprendre le pourquoi du comment je suis comme je suis aujourd'hui. Voilà, c'est dans cet état d'esprit-là que j'en parle. Ça marche. Et du coup,
Est-ce qu'on peut te contacter, un jeune qui veut avoir Ouais. des infos? Oui, bien sûr, il y a pas de problème. Il y a mon Instagram, voilà, vous m'envoyez un message, Mmh. je réponds, quand je peux, Mmh. mais je réponds généralement. Et puis, beh, si vous passez aussi au spectacle, après on peut discuter. Rappelle le 5 Le 5 octobre. octobre et le 26 octobre à la Mmh. part de la Villette à 19h. Ça commence à 19h pile. Non, je tiens à le préciser, pile. Donc venez 30 minutes Mmh. avant, prenez un petit cocktail, tranquille, chill, en mode date. Je sais, les jeunes font beaucoup de dates. Voilà, j'étais jeune aussi, donc je sais. Donc venez tranquillement, Il a chill. 60 ans, il a dit, il était jeune. Non, mais j'ai connu cette époque-là. Je suis plus Mmh. tout jeune non plus. Enfin, Mmh. tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. Mais voilà, venez Mmh. tranquillement, on va passer un bon moment, vous allez bien rigoler. Je pense que tu Mais je suis partie, j'ai bien rigolé, voilà, j'ai bien donc rigolé. Je suis partie toute seule et ouais, pourtant, en fait, on sent pas qu'on est tout seul puisque ouais, là, on est il y a quelqu'un exactement. qui est juste devant Eh nous oui, et on écoute. Donc ouais, franchement, voilà. même si vous êtes tout seul, venez Venez, en solo ouais, date. venez, en solo, en date, entre amis, venez. Mmh. Et c'est drôle en plus. Donc voilà, on a dit on peut te contacter sur Ouais, Instagram et juste sur Instagram. ouais, principalement sur Mmh. Insta, c'est là où vraiment je suis Mmh. le plus actif, en tout cas pour répondre, en tout cas. Ça marche. Donc en tout cas, je te remercie d'avoir accepté de venir. Merci à toi, Laetitia. C'était Beh, cool. c'était cool. Ouais, c'est vraiment cool. Tu aimé la C'est passé trop discussion? vite même. Oui, c'est passé vite, mais on est à 1h06. Eh! Eh ben, Mais je pense qu'il y a quand même il y a aussi pas mal de choses qu'on n'a pas discuté, ouais, mais c'est passé trop vite. OK. Donc Bon, on peut-être verra, hein, peut-être une autre fois. une prochaine, une prochaine. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi.